OK. Donc salut Tina, Salut comment Steph, vas-tu? ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, donc on est ici aujourd'hui pour, parler de Xar. Toi, tu es maker et l'idée, c'est qu'on partage, ensemble ton expérience, que tu nous racontes, ton expérience en général de Xar, de maker et de ton utilisation de l'application. Donc la première question que j'ai pour toi, c'est: peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire où tu en étais sur ta problématique avant d'utiliser Xar? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Tina, je suis product manager et au moment où j'ai utilisé Xar, j'étais dans une petite PME d'Aix-en-Provence. Et du coup, ma problématique, c'est que il y avait beaucoup de choses manuelles sur des Google Docs notamment. Et donc, j'avais des produits qui étaient... la facturation était gérée par des Google Docs et il manquait beaucoup d'infos puisque c'était manuel. Pas de process harmonisé au niveau de la facturation pour la comptabilité, qui avait tout le temps des infos différentes. Et surtout, quand on voulait mesurer la performance, regarder un peu tout ce qui était KPI, et c'était un enfer d'aller concaténer tous ces Google Docs qui n'étaient pas construits de la même manière. Du coup, j'avais un besoin d'uniformiser ces différents Google Docs et de tout mettre au même endroit et avec un process bien défini. OK. Et pourquoi tu t'es orientée, naturellement vers le no-code ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'était naturel ou pas? Donc moi j'aimais bien le no-code, je commençais à m'y intéresser un petit peu. Donc j'ai cherché des outils, puis par bouche à oreille en fait, je suis arrivée sur Xar et ça correspondait bien à ce que je voulais, et notamment le no-code. Pour répondre à ta question, c'est simplement que mon équipe de dev, elle était concentrée sur des produits qui avaient une valeur ajoutée, on va dire business immédiate, donc un produit destiné aux clients directement. Et là, il s'agissait de back-office, donc il y avait certains gains de productivité, mais la valeur en chiffre d'affaires, par exemple, elle était pas du tout mesurable. Donc, on ne voulait pas utiliser la ressource développement sur ce projet-là. OK. Je sais pas si pour toi aussi, mais bon, j'espère que ça s'est bien enregistré. Ok, Hem, sinon on la refera au pire. ouais. Est-ce que tu as eu des hésitations avant d'utiliser le no-code ou tu avais vraiment confiance, dans ce qui est un peu nouveau? Franchement, pour une partie interne et back-office, j'avais complètement confiance parce que il n'y a pas de client en face, donc au pire des cas, si ça correspond pas à 100% à ce que je veux à ce moment-là, c'était pas gênant pour moi. Donc au contraire, sur du back-office en interne, je trouve que c'est le meilleur moyen de tester du no-code et d'apprendre et de se faire la main dessus. Donc non, j'ai aucune hésitation pour le coup. Super. On a un petit peu compris ton cheminement vers le no-code et vers Xar en particulier. Est-ce que tu pourrais nous montrer l'application que tu as créée avec Xar? Ouais, bien sûr. Donc du coup, j'ai créé une application qui s'appelle Billy, simplement parce que pour moi, c'était pour facturer, donc Billy. Et puis voilà, j'ai mis un petit oiseau histoire qu'il soit un peu sympa et qu'en interne, il soit bien accueilli. J'ai essayé de rendre le truc un peu cool avec une petite partie tuto en page d'accueil, voilà, quand les gens arrivent. Et ensuite, en fait, j'ai tous mes produits qui sont organisés ici, par service, simplement parce qu'ils ont des droits différents, donc pas tous les utilisateurs ne vont voir la même chose. Et le process, il est toujours le même. C'est d'abord, je vais ajouter un nouveau client, simplement parce qu'au moins, les gens vont tout le temps chercher ce client-là. Donc, j'ajoute mon client. Par exemple, ici, je vais créer un client qui s'appelle Licorne Magique. Je vais dire que c'est un client des commerciaux. Je vais lui mettre une petite adresse. Hop. Voilà, n'importe. Là, je n'ai pas de numéro de tiré sous la main, mais admettons numéro de tiré, numéro de TVA. Ensuite, l'utilisateur va venir choisir le moyen de paiement de ce client. Donc là, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, je pouvais faire des conditions. Donc, si jamais je dis que c'est classique, il va venir me demander à quelle échéance je dois lui faire la facture. Et si par contre, je dis que c'est un prépaiement, il ne va rien me demander du tout. Donc, d'avoir des conditions, c'est vraiment cool parce que l'utilisateur, il n'est pas pollué par des champs qu'il n'a pas besoin de remplir.
Et ensuite, ici, moi, j'avais créé un petit espace pour venir créer contact commercial, contact comptable. Ce qui est très important pour moi, c'est le contact comptable parce que je m'en sers ensuite dans ma facturation. Donc, je vais le mettre pour pouvoir montrer licorne magique.com. Là, j'avais fait des petits menus déroulants voilà, pour mettre d'autres contacts, mais je les ai cachés pour ne pas polluer quand la personne est en train de remplir et de créer son client. Et j'avais laissé un petit champ commentaire si jamais il y a besoin. Donc là, mon client est créé. Donc si je viens ici et que je tape licorne, il me le trouve. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir ajouter des campagnes à chaque fois. Donc dans chaque produit, j'ai un petit tableau qui ressemble à ça, avec des onglets. Et en fait, les onglets, c'est les états de la facturation. Donc soit c'est en cours, soit c'est à facturer, soit c'est déjà facturé. Et après, c'est payé. Donc ça, c'est super simple pour savoir où on en est. Et ici, j'ai toutes mes campagnes qui sont en cours. Donc là, si j'en crée une, je vais venir chercher mon client qu'on vient de créer. Donc ça, c'est super facile pour l'utilisateur. Là, on est en septembre. Donc, je vais venir dire septembre 2021. Un petit nom pour la campagne. On va se dire test licorne magique. On va dire que c'est Diana qui crée la campagne. On va mettre un CPM. Donc, je peux mettre des champs. J'ai choisi de mettre des champs en obligatoire et d'autres non. Simplement parce que il y a des champs que derrière, je vais avoir besoin pour mon analytique et qui sont vraiment... il faut qu'ils soient remplis. Donc là, je les ai mis en obligatoire. Et ce qui est bien aussi, c'est que je me sers de ça pour garder tout mon historique. Donc, on fonctionne en parallèle avec un système sous Jira. Et donc, ici, je leur demande de remplir le ticket Jira. Et comme ça, si jamais un jour, la personne n'est pas là, je peux retrouver toutes les informations parce que là, ici, j'ai renseigné mon ticket Jira. Donc là, c'est pareil. En interne, on a des numéros de contrat, etc. Donc, j'avais pu créer mes petits champs. Le lien du contrat. Donc ici, je vais mettre test, mais il faut imaginer qu'on met quelque chose. Et puis ensuite, mes montants. 40. Et puis en TTC, du coup, 48. Et ici, je vais venir renseigner les informations comptables. Donc, mon client, il fonctionne en prépaiement. Et donc, ici, je vais dire que c'est un montant, il m'a déjà payé et il m'a payé la totalité. Donc, je vais dire qu'il m'a payé 48 €. Et ici, voilà, on retrouve par exemple le contact que j'avais mis dans la fiche client. Donc, on peut faire des liens entre différentes fiches. Donc, c'est assez bien. Et moi, j'avais fait un petit système où je dis, non, cette fois-ci, je ne veux pas écrire à cette personne-là. Je vais écrire à facturation, par exemple, @licornemagique.com. Et là, je valide ma campagne. Donc ici, si je cherche par client, je vais la trouver. Donc ça, c'est super facile. Voilà, c'est celle qu'on vient de créer, test licorne magique. Et ce qui est super bien, c'est qu'en fait, il y a une fonction de suivi qui est disponible. Donc si ici, je vais dans ouvrir le suivi, là, j'ai tous mes états et chacun va faire sa part. Donc le commercial qui a créé la facture, la ligne, va dire, moi, je veux qu'on facture 48 € comme c'était prévu. La comptabilité va avoir ces infos-là et donc va pouvoir venir renseigner que des champs qui sont pour la comptabilité. Donc si là, par exemple, c'est Émilie qui est en train de facturer, elle va venir faire sa facture puis mettre son numéro de facture. Elle va dire qu'on a facturé, on va dire la date du jour et que du coup, date d'échéance, là, c'est en prépaiement, donc c'est déjà payé, on va mettre 13. Mais si c'était date d'échéance 30 jours, j'aurais mis un mois plus tard. Et elle va venir mettre son lien de facture, comme ça. Pareil pour l'historique, j'ai tout qui est dedans. Et là, elle peut passer en facturé. Une fois que le client aura payé, elle viendra mettre l'info. Donc là, on est en prépaiement, donc elle met la date du jour, mais sinon, elle aurait pu mettre une date bien plus lointaine. Et ensuite, elle passe en payé. Et là, ça lui dit tout est payé. Et là, j'avais mis un petit tableau pour qu'elle voit si pour ce client, il y a encore d'autres lignes qui sont pas à facturer, par exemple. Et bien là, elle a l'info. Et après, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà la présentation. Après, il y a une partie analytique qui n'est pas encore présente, mais l'idée, c'est de pouvoir faire des tableaux et des data vis avec tout ça et avoir une vision vraiment globale sur ce qui est en cours, ce qui est à facturer, ce qu'on a fait par mois, par produit, par commercial. Donc, on peut aller assez loin ensuite dans tout ce qui est KPI et suivi de la performance. Voilà. Merci. Non, parce qu'un logiciel de facturation, ça parle à tout le monde. Donc, c'est un bon exemple. Merci. Bon, parfait.
Pendant que tu construisais donc ton application, quelle est la fonctionnalité que tu as le plus aimée? Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y en a deux. Un, il y a le suivi, parce que, enfin, comme tu dis, la facturation, c'est quand même un truc, je pense, qui revient assez souvent. Ça peut être de la facturation, ça peut être, je sais pas moi, un suivi de commande, des choses comme ça. Et en fait, c'est super pratique parce que c'est fait pour. Donc, il y a une logique qui est déjà prévue et c'est vraiment enfin, pratique, quoi, de dire, bah, mon étape 1, c'est ça, mon étape 2, c'est ça, de dire, bah, entre cette étape et cette étape, je veux qu'il se passe ça, par exemple, ou je veux qu'on remplisse tel champ. Et ça, bah, enfin, je pense que c'est un cas qui se présente dans plein de configurations. Et pour moi, c'était topissime d'avoir ça. Donc, premier truc que j'ai adoré. Et deux, bah, c'est les data viz. Simplement parce que bah, je pense que c'est trop bien. En fait, on rentre nos données quelque part et de l'autre côté, ça apparaît sous un petit graphique. On peut exporter les données. Donc, après, s'il y a besoin de les traiter dans Excel, c'est super simple. Donc, ça, pour moi, c'est un vrai plus qui est cette fonctionnalité qui permet de faire de l'analytique. Ok, super. Voilà. Et est-ce que tu peux nous citer des bénéfices inattendus que tu as eus en utilisant l'application? Alors, bénéfice inattendu, je pense que c'est mes retours utilisateurs quand je leur ai montré les premiers G, parce que du coup, je les construis en leur montrant des premières versions. L'inattendu, ça a été waouh, mais c'est trop bien, mais oui, trop pratique. Et parce que moi, j'avais forcément l'appréhension qu'ils soient réticents à changer leurs habitudes et quitter les Google Docs, qui est beaucoup plus familier en fait pour les utilisateurs qui ne connaissent pas le no-code. Donc, je pense que voilà, le vrai bénéfice que j'ai vu, c'est ce côté, ben, moi, c'était super simple à créer. Si il me disait par exemple à chaque fois, ah ben en fait, je veux un champ là, ah mais moi, pour ce produit, c'est différent, on facture pas comme ça. Ben, en fait, comme j'avais différents parcours, enfin, un par produit, ben, je pouvais tout à fait adapter mon process de facturation en fonction des retours utilisateurs. Et eux, du coup, ils étaient super contents parce qu'en 2 minutes, ben, ils avaient le changement qu'ils avaient demandé. Donc, je pense que cette rapidité était inattendue en interne et a beaucoup plu, quoi. Et à titre d'indication, tu as pris combien de temps à développer, par exemple, pour un produit, le système de facturation pour un produit? Je pense que ce qui est compliqué, c'est le premier produit parce que faut tout mettre en place. Donc, je sais pas, ça serait très difficile à sizer en termes de temps, mais je pense qu'en y passant 2, 3 jours avec des allers-retours utilisateurs et en faisant un peu d'autres choses à côté, on arrive à un truc très abouti. Donc, le truc basique, je pense qu'en une journée, on a un truc qui fait le taf et après, bon, voilà, c'est de l'affinage, quoi. Et ensuite, mes autres produits, c'est super rapide. En fait, j'ai dupliqué le premier et puis j'ai enlevé 2, 3 champs, ajouté 2, 3 champs. Donc, une fois que le premier est créé, c'est très simple, quoi. Ok, super. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un maker qui commence son application ou qui vient juste de prendre en main Xar Ouais, pour... alors premièrement, qu'ils fassent bien tous les tutos qui sont dispo. Je pense que c'est un gros gain de temps parce qu'au début, quand on arrive dans la plateforme, je pense que si on ne connaît pas, enfin moi ça m'a fait ça, je me suis dit, je vais regarder une ou deux vidéos avant. Donc, donc premier conseil, regardez les tutos. Je pense que s'il a la possibilité d'échanger voilà, une petite demi-heure avec l'un d'entre vous pour expliquer en fait sa problématique et avoir 2, 3 billes, c'est apprendre aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on découvre à force d'utiliser l'application, donc par l'expérience. Et vous l'avez. Donc, ça évite de faire des allers-retours, de construire un truc et en fait, il existait une autre fonctionnalité, mais que la personne ne connaissait pas. Donc, Et voilà. t'as un exemple, par exemple, de quelque chose où tu t'es dit après coup, ah mince, mais je pouvais le faire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai dupliqué beaucoup de fois mon parcours. Donc, du coup, quand je fais un changement, je dois le faire dans beaucoup d'endroits différents. Ouais. Et en fait, bah, en discutant avec toi, mais au bout de bien un mois et demi, je me suis dit, ah oui, mais en fait, j'aurais pu faire des conditions et donc juste bah, partir de la même chose et de dire, si se passe ça, fais-moi ça, au lieu de bah, moi construire les conditions. Donc, voilà, un exemple, par exemple, où je me suis dit, non, non, Ok. il n'y a pas besoin, mais en fait, bah si, ça aurait été super, mais tant pis, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ouais, voilà, de bien se poser en amont et d'échanger avec vous. Puis s'il y a la possibilité voilà, d'avoir des interviews comme ça, bah, d'en regarder parce que je pense que ça donne des idées. Où on se dit, ah bah moi, je fais la même chose et donc on peut s'inspirer de ce qui a été fait, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et alors finalement, après tous ces mois de création d'une application Xar, t'es plutôt no code ou code?
Alors, je reste PM, donc le code, forcément, je ne vais pas te dire que ça ne sert à rien. Je pense que le no-code pour un PM, en tout cas, c'est une vraie force parce que ça te permet d'aller plus loin sur certaines choses. Ça te permet d'aller peut-être faire du maquettage ou de tester 2-3 trucs, par exemple, sans avoir besoin de demander du code. Pour de l'interne sur du process, c'est génial. Et après, le code reste le code. Il y a plein de choses et tu peux pas l'enlever. Je pense pour la partie plus client direct, je pense à des sites, tu vois, je ne sais rien, moi. Mais vraiment où tu as un process d'achat qui est lourd, voilà, plein de fonctionnalités, ça pourra pas coller. Donc voilà, mais je pense que tu peux trouver un très très bon compromis entre du code et du no-code, et que voilà, en tant que PM, le no-code, je dis pas que je jure que par ça, parce que non, mais ça m'apporte vraiment beaucoup de flexibilité que j'aurais pas sinon, et ça me prend pas de bande passante business sur mon équipe de développement, et ça, je pense que c'est vraiment top. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, Tina. Pas de souci, avec plaisir. Et puis, à la prochaine. Ben ouais.